première fois en 21 ans à une plaisanterie de mon frère. Un numéro inconnu, pas de nom. 9 mots qui m'ont glacé le sang. 12 heures plus tard, je me tenais dans le hall des arrivées de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Un homme en costume gris tenait une pancarte à mon nom. À côté de lui, 2 policiers et ceux qu'ils m'ont montré dans cette salle de réunion. Je ne me souviens pas avoir heurté le sol. Je me rappelle juste m'être réveillé sous des néons blancs avec un infirmier me demandant de compter à rebours à partir de 10. C'était il y a 4 mois. Je ne dors toujours pas la nuit. Mais je dois tout vous raconter parce que ce que ma famille a fait et ce que j'ai fait en retour a changé qui je suis pour toujours. Je m'appelle Amandine Valois. J'ai 32 ans et voici l'histoire de la façon dont ma propre mère et mon frère ont essayé de me détruire et comment la vérité m'a sauvé la vie. Laissez-moi vous ramener à une nuit pluvieuse de novembre à Rouen. La nuit où j'ai cessé d'être la fille de quelqu'un. J'avais 11 ans. C'était un mardi, le 14 novembre. Je me souviens de la date parce que j'avais rapporté à la maison une autorisation pour une sortie scolaire au musée des Beaux-Arts. J'avais besoin d'une signature et de 5 €. C'est tout. Une signature et 5 €. Ma mère, Monique Valois, était assise à la table de la cuisine quand je suis entrée. Elle avait le téléphone pressé contre l'oreille. Sa voix était calme, monocorde, comme si elle lisait une liste de courses. C'est fait, a-t-elle dit. Elle part ce soir. Je ne savais pas à qui elle parlait. Je ne le sais toujours pas. Elle a raccroché et m'a regardé de la même façon qu'on regarde une tâche sur un plan de travail. Quelque chose à essuyer. Fais tes bagages, a-t-elle dit. Je pensais qu'elle parlait de la sortie scolaire. J'ai même souri. Tu pars ce soir. Mon frère Damien se tenait en haut des escaliers. Il avait 14 ans. Il a tout regardé. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas bougé. Il s'est juste appuyé sur la rampe comme s'il regardait un spectacle qui ne le concernait pas. Ma mère a ouvert la porte d'entrée. La pluie martelait le porche. Elle m'a tendu un sac poubelle noir, celui qu'on utilise pour les déchets de jardin, et a prononcé 4 mots que j'entendrai pour le reste de ma vie. Va-t'en. Ne reviens pas. Pas de valise, pas de manteau, pas d'explication, pas de 5 €. J'ai marché 5 kilomètres sous cette pluie. Mes baskets se sont remplies d'eau dès le 2e pâté de maison. Le sac poubelle s'est déchiré au coin de la rue Jeanne d'Arc et mon livre de bibliothèque est tombé dans une flaque. Je suis arrivée chez mon grand-père, rue du Vieux-Palais, à 22h09. Quand il a ouvert la porte, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il n'a pas appelé Monique. Il s'est juste agenouillé sur le porche mouillé, m'a entouré de ses bras et a dit « Tu es à la maison maintenant, mon petit oiseau ». C'était la dernière fois qu'un membre de ma famille me serrait dans ses bras pendant 21 ans. Mon grand-père, Robert Lefebvre, était un ingénieur des ponts et chaussées à la retraite qui vivait comme s'il n'avait jamais gagné un centime de plus que sa pension. Une petite maison en briques, un potager à l'arrière, un atelier dans le garage où il réparait des horloges, des radios, tout ce qui avait des engrenages. Il portait les 3 mêmes chemises en flanelle en rotation et buvait son café noir dans un bol breton qui disait meilleur papy du monde. Ma grand-mère Rose était la chaleur de cette maison. Elle m'a appris à faire le pot-au-feu le dimanche. Elle me tressait les cheveux avant l'école. Elle me lisait des histoires tous les soirs, même quand j'avais 12 ans et que j'étais probablement trop grande pour ça. Je ne l'ai jamais arrêtée. Pendant 7 ans, cette petite maison a été le seul endroit où je me sentais réelle. Monique n'a jamais appelé, pas une seule fois. Damien n'a pas écrit. Pas de carte d'anniversaire, pas de visite à Noël, rien. C'était comme si j'avais été effacée de leur vie avec la même aisance que ma mère utilisait pour essuyer le comptoir de la cuisine. Mon grand-père n'a jamais forcé le sujet. Mais une fois, quand j'avais 13 ans et que je pleurais dans le garage parce qu'une fille à l'école m'avait demandé pourquoi ma mère ne venait pas à la réunion parents-professeurs, il a posé sa clé à molette et a dit quelque chose que je n'ai compris que des décennies plus tard. Un jour, tu comprendras pourquoi je garde le meilleur pour toi. Pas maintenant, mais un jour. J'ai remarqué des choses, des petites choses. Un homme en costume gris qui rendait visite à mon grand-père tous les quelques mois. Il s'asseyait dans le bureau,
porte fermée. J'entendais des voix basses, mais jamais de phrases complètes. Quand je demandais qui était cet homme, papy disait, un vieil ami qui m'aide avec de la paperasse. Je n'ai pas insisté. J'étais juste reconnaissante d'avoir un foyer. Ma grand-mère Rose est partie quand j'avais 16 ans. Une attaque, rapide et miséricordieuse, et la maison est devenue un peu plus silencieuse, un peu plus froide. Mais mon grand-père a continué pour moi, je pense. Il m'a conduite aux journées portes ouvertes des universités. Il a relu mes lettres de motivation. Il gardait un coffret en chêne verrouillé sur l'étagère du haut de son armoire qu'il n'ouvrait jamais devant moi. Je lui ai demandé une fois ce qu'il y avait dedans. Il a souri et a dit, « Ton avenir ». Mon grand-père est mort dans son sommeil 3 semaines avant que je commence mes études à Paris. Je l'ai trouvé un samedi matin, toujours dans sa flanelle, une main posée sur un livre d'architecture. Il avait l'air paisible. Il avait l'air d'avoir fini sa tâche. L'enterrement a été modeste. 6 voisins, le curé de la paroisse, une femme qui tenait la quincaillerie où papy achetait ses clous, et puis Monique est entrée. Je n'avais pas vu ma mère depuis 7 ans. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds. Une croix en argent pendait à son cou. Elle se déplaçait dans l'église comme une veuve de cinéma, touchant les bancs, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, murmurant merci aux inconnus qui lui présentaient leurs condoléances. Elle ne m'a jamais regardée, pas une seule fois. Mais Damien l'a fait. Il s'est approché directement de l'endroit où j'étais assise au premier rang, s'est penché et a dit quelque chose si bas que moi seule pouvais l'entendre. Papy a tout laissé à maman. Il n'y a rien pour toi. Puis il a souri. Un sourire rapide, le genre qui disparaît avant que quelqu'un d'autre ne le voie. Après la cérémonie, un homme m'a abordé sur le parking. Costume gris. Je l'ai reconnu. L'homme qui visitait le bureau de papy. Mademoiselle Valois, a-t-il dit. Mon nom est Thomas Morel. J'ai été le notaire de votre grand-père pendant 30 ans. Il a tendu une enveloppe de couleur crème scellée à la cire, démodée, délibérée. Votre grand-père m'a demandé de vous donner ceci quand le moment sera venu. Il a marqué une pause. Ce n'est pas encore le moment, mais gardez ma carte. J'ai pris la carte. J'ai pris l'enveloppe. J'ai mis les deux dans mon portefeuille et je n'y ai plus touché. J'ai pris le train pour rentrer à ma résidence universitaire seule ce soir-là. Plus de famille, plus de filets de sécurité. 18 ans avec une enveloppe scellée que j'avais trop peur d'ouvrir et une carte de visite d'un homme en costume gris qui disait que le moment n'était pas venu. Je ne savais pas que ces 2 morceaux de papier me sauveraient la vie 14 ans plus tard. J'ai payé mes études comme beaucoup de gens, bourse, petit boulot et pâte au beurre 5 soirs par semaine. J'ai étudié l'informatique à la Sorbonne, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et je me suis installée à Paris dans un studio minuscule avec 600 € en poche. Je n'appelais pas ça de l'ambition à l'époque. J'appelais ça ne pas avoir le choix. À 24 ans, je travaillais 80 heures par semaine dans une start-up du quartier du Sentier, écrivant du code pour une application à laquelle je ne croyais pas, déjeunant à mon bureau. Personne dans ma famille ne savait où j'étais. Personne ne demandait. Mais quelque chose grandissait en moi. Pas de la rancœur, mais une mission. Je pensais sans cesse aux enfants que j'avais rencontrés à la fac qui étaient sortis de l'aide sociale à l'enfance sans rien. Pas de famille, pas de conseils, personne à appeler quand le propriétaire augmentait le loyer ou que la solitude devenait si lourde qu'elle pressait leur poitrine comme du béton. Je connaissais ce sentiment. Je l'avais vécu. À 27 ans, j'ai créé Cœur Relais. C'était une plateforme simple. Mettre en relation des jeunes sortant du système avec des mentors bénévoles présents. Pas de charité, juste une présence, quelqu'un pour répondre au téléphone. À 30 ans, un fonds d'investissement y a cru assez pour investir. La société a été valorisée à 47 millions d'euros. Sur le papier, j'étais riche. En pratique, j'étais toujours la fille en basket marchant 5 km sous la pluie. Ma seule véritable amie était Chloé Bernard, une infirmière rencontrée à la bibliothèque universitaire. Elle était directe, têtue, le genre de personne qui vous dirait que votre coupe de cheveux est ratée avant de vous demander comment s'est passée votre journée. Chloé savait tout de mon passé.
Et elle avait une règle concernant ma famille. S'ils reviennent un jour, m'a-t-elle dit un soir autour d'un plat thaï, ce n'est pas parce qu'ils te manquent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Je la croyais, surtout, mais il y a une différence entre croire quelque chose dans sa tête et le croire dans la partie de soi qui garde toujours un sac poubelle au fond de son placard, juste au cas où. Une nuit, des années plus tard, j'ai trouvé une ligne enfouie dans mes vieux dossiers financiers. Une partie de ma bourse avait été financée par un fonds fiduciaire éducatif anonyme. Pas de nom, pas de trace, juste un virement chaque semestre comme une horloge. Je ne pouvais pas le tracer. Mais j'avais le sentiment de déjà savoir. L'appel est arrivé un mercredi à 21h14. J'étais sur mon canapé à Paris, regardant distraitement un documentaire sur l'ingénierie des ponts, une habitude héritée de papy, quand mon téléphone s'est éclairé avec un code de région de Normandie. Je n'ai presque pas répondu. J'aurais aimé ne pas le faire. Amandine. La voix était plus vieille, plus tremblante, mais indubitable. C'est ta mère. Silence. Le mien, pas le sien. Je sais que je ne mérite pas cet appel. Elle m'a dit qu'on lui avait diagnostiqué un cancer à un stade précoce. Elle a dit qu'elle allait à l'église toutes les semaines. Elle a dit qu'elle avait changé. Elle a dit le mot pardon 4 fois en 2 minutes, et chaque fois cela sonnait plus répété que la précédente. Puis elle a dit la chose qui m'a brisée. Je veux que nous soyons ensemble, nous tous, avant qu'il ne soit trop tard. Des vacances. À la Baule, en famille. Elle a marqué une pause. Damien veut s'excuser lui aussi. J'ai dit non, elle a pleuré. J'ai raccroché et appelé Chloé. La carte du cancer, a dit Chloé. Manipulation classique. N'y va pas. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. Je fixais le plafond et me disputais avec moi-même comme seule une personne abandonnée peut le faire. Moitié logique, moitié cette petite voix désespérée qui murmure encore, peut-être que cette fois ce sera différent. La 3e nuit, j'ai pris la photo encadrée sur ma table de chevet. Moi et papy assis sur son porche l'été de mes 15 ans. Il souriait comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Il aurait voulu que j'essaie. J'en étais sûre. J'ai rappelé Monique. Je viendrai 3 jours, pas 5. Je réserve mon propre vol et ma propre chambre. Elle a tout accepté instantanément. Pas de résistance, pas de négociation. Cela aurait dû être mon premier avertissement. 20 minutes plus tard, un message d'un numéro inconnu. Sois prudente. 2 mots, pas de nom. J'ai pensé que c'était un spam. Je l'ai effacé. C'était mon 2e avertissement. Et je l'ai complètement raté. La Baule en fin septembre possède ce genre de beauté empruntée, comme si elle ne pouvait pas durer. L'air salin, la lumière du coucher de soleil qui donne à tout l'aspect d'un tableau que quelqu'un aurait oublié de signer. Je suis arrivée à la station balnéaire, une propriété en bord de mer, le genre d'endroit qui met des orchidées dans le hall et facture le jus d'orange 12 €. Damien l'avait réservé. Je n'ai pas demandé avec quel argent. Monique attendait dans le hall. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus mince. Ses cheveux étaient devenus argentés aux tempes et elle portait un gilet bleu pâle qui la faisait ressembler à une institutrice retraitée. Quand elle m'a vue, elle a ouvert les bras et a commencé à pleurer avant même que je ne l'atteigne. « Tu es si belle », a-t-elle dit contre mon épaule. « Tu ressembles tellement à ta grand-mère. » Damien se tenait derrière elle, plus grand maintenant, plus large, avec une chemise en lin repassée et un sourire de façade. Il a tendu la main comme si nous nous rencontrions lors d'une conférence d'affaires. « Salut Serette, ça faisait longtemps. » Il a présenté sa petite amie, Aurélie Génigne, 28 ans. Cheveux blonds, dents droites, rire facile. Elle m'a serré la main avec ses 2 mains et a dit « J'ai tellement entendu parler de toi », d'une voix qui ressemblait à un service client. Le dîner du premier soir était presque normal. Presque. Monique parlait de son groupe paroissial. Damien parlait de sa carrière dans l'immobilier. Aurélie riait à toutes les blagues de Damien. Personne n'a mentionné les 21 ans, mais j'ai remarqué des détails. Damien a demandé 2 fois ce que je faisais dans la vie.
Puis il a demandé si je louais ou si je possédais mon logement. Puis, es-tu à l'aise financièrement? Je veux dire, la famille devrait prendre soin les uns des autres. J'ai donné des réponses vagues, j'ai souri, j'ai mangé mon poisson et quand je suis retournée dans ma chambre, j'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau message du même numéro inconnu. Est-ce que ton frère t'a déjà parlé d'argent? Cette fois, je ne l'ai pas effacé. J'ai fait une capture d'écran. Le lendemain matin, Monique a suggéré des photos de famille sur la plage. Quelque chose pour s'en souvenir, a-t-elle dit. J'ai accepté. Quel mal des photos pourrait-elle faire? Beaucoup, s'avère-t-il, quand votre mère les utilise comme une mise en scène. Elle a interpellé une employée de l'hôtel pour prendre les clichés. Et pendant que la jeune femme ajustait l'angle, Monique s'est penchée et a dit assez fort pour que tout le monde aux alentours entende. Ma fille est revenue vers moi après des années de fuite. Elle a toujours été la plus têtue. De la fuite, comme si j'étais partie de mon plein gré, comme si on ne m'avait pas poussée dehors à 11 ans avec un sac poubelle sous la pluie. Je ne l'ai pas corrigée. Je me suis tenue là, dans le sable, le bras autour d'une femme qui avait réécrit mon enfance pour un public d'inconnus, et j'ai souri pour l'appareil photo. Plus tard, Damien m'a coincé près du bar de la piscine. Sa voix avait baissé d'un ton. Écoute, je vais être honnête. J'ai eu quelques passages difficiles, quelques dettes, rien de grave. Il a haussé les épaules comme un homme décrivant une amende de stationnement. As-tu déjà pensé à investir ensemble, entre frères et sœurs? Je ne suis pas en position d'investir, ai-je dit. Il a pivoté rapidement. Tu sais, papy a tout laissé à maman, n'est-ce pas? Sa maison, ses économies. Pas grand-chose, honnêtement. Il scrutait mon visage, testait. Je ne connais pas les détails, ai-je dit, ce qui était vrai. Ce soir-là, je me brossais les dents quand j'ai entendu des voix dans le couloir devant ma porte. Monique et Damien. Basse, tendue. Elle ne sait pas, a dit Monique. Continue. Elle est méfiante, a répondu Damien. Alors sois meilleur. J'ai pressé mon dos contre le mur de la salle de bain. Ma brosse à dents était encore dans ma bouche. Mes mains tremblaient. J'ai attendu que le couloir redevienne silencieux. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au numéro inconnu. Qui es-tu? 3 minutes ont passé. Puis, quelqu'un en qui ton grand-père avait confiance. Matin. 3e jour. Le dernier jour où j'avais accepté de rester. Damien est arrivé au petit déjeuner avec un dossier de chemise cartonné. Il l'a posé sur la table entre la salière et le beurrier. Décontracté comme un journal. Alors, j'ai regardé la succession de papy, a-t-il dit. Il s'avère qu'il y a des biens et des comptes qui n'ont jamais été correctement distribués. Il a ouvert le dossier et a fait glisser un document agrafé vers moi. Maman et moi pensons qu'il est juste que nous signions tous ceci juste pour regrouper les choses sous une seule fiducie familiale. Je l'ai pris. L'entête indiquait « Accord de gestion de patrimoine familial, succession Lefebvre-Valois ». Je ne suis pas avocate, mais j'ai passé 5 ans à réviser des contrats pour mon entreprise. Je sais à quoi ressemble une clause de procuration quand elle est déguisée en langage familial. Et ce document donnait à Damien le contrôle total sur chaque actif lié au nom Lefebvre. J'ai besoin de temps pour lire cela correctement, ai-je dit. C'est juste une formalité. Damien s'est adossé à sa chaise. Maman a déjà signé. Monique a pris ma main. J'ai dit que j'avais besoin de temps. J'ai retiré ma main. La mâchoire de Damien s'est crispée. Aurélie l'a regardé, puis a baissé les yeux sur son téléphone. De retour dans ma chambre, j'ai photographié chaque page et envoyé les images à mon avocat à Paris. 2 heures plus tard, il a appelé. Ne signe rien, a-t-il dit. Ce document donnerait à ton frère le contrôle sur des actifs dont tu n'as peut-être même pas connaissance. Je me suis assise sur le bord du lit. Mon téléphone a vibré. Le numéro inconnu. Plus long cette fois. Rentre à la maison. Ne dis rien à ta mère ni à ton frère. Il y a un train à 6 heures du matin. Prends-le. Une voiture t'attendra à Nantes.
N'aie pas peur. Je suis restée assise sur ce lit pendant 1 heure à fixer le message. Mes mains tremblaient. Je pensais, et si c'était une arnaque? Et si quelqu'un essayait de me séparer de ma famille à nouveau? Mais ensuite j'ai pensé, quelle famille? Celle qui m'a mise à la porte à 11 ans? Celle qui vient de faire glisser un piège sur la table du petit déjeuner et l'appelle héritage? Je devais choisir et j'ai choisi de faire confiance à un inconnu plutôt qu'à mon propre sang. Auriez-vous fait la même chose? Je ne sais toujours pas si c'était du courage ou juste un instinct de survie. Dites-le moi dans les commentaires parce que même maintenant, 4 mois plus tard, j'y repense sans cesse. J'ai réglé mon réveil pour 4h30 et je n'ai pas dormi du tout. 4h30, encore noir. Le couloir de l'hôtel sentait le chlore et l'hibiscus. J'ai attrapé mon sac. Je ne déballe jamais complètement mes affaires dans les endroits que je pourrais avoir besoin de quitter et j'ai pris l'escalier de service pour descendre au rez-de-chaussée. Pas de départ officiel, pas de mots. J'ai commandé un taxi depuis le parking et j'ai regardé l'hôtel rétrécir dans le rétroviseur. À l'aéroport, je me suis enregistrée pour le vol de 6 heures vers Nantes. La porte d'embarquement était à moitié vide. Moi, assise sur une chaise en plastique avec un café que je ne pouvais pas boire, répétant des discours d'adieu que je ne donnerais jamais. J'ai envoyé un message à Chloé depuis la file d'attente. Quelque chose ne va pas du tout. Je pars. Je t'appelle quand j'atterris. Chloé, Dieu merci. L'avion a décollé à 6h05. J'ai regardé la côte s'incliner et s'éloigner. L'île, l'hôtel, la famille en laquelle je m'étais autorisée à croire pendant 72 stupides heures d'espoir. Mon téléphone a vibré à 7h30. Damien, où es-tu? Maman est morte d'inquiétude. Puis Monique. Amandine, s'il te plaît ne me fais pas ça encore une fois. Puis Damien, 1 minute plus tard, nous devons parler de la fiducie. C'est important. 3 messages en 10 minutes. Inquiétude, culpabilité, puis pression. Une escalade parfaite. J'avais regardé Monique faire cela toute mon enfance. L'ouverture douce, le milieu blessé, la fin tranchante. Damien avait bien appris. J'ai éteint mon téléphone et j'ai appuyé mon front contre la vitre. Et c'est là que je l'ai senti dans la poche de ma veste. Une carte de visite assouplie par l'âge, ses bords usés. Thomas Morel, notaire. Je l'avais portée dans mon portefeuille pendant 14 ans, transférée de veste en veste, ne sachant jamais pourquoi je ne pouvais pas la jeter. Maintenant je savais. Aéroport de Nantes, porte B4. J'ai traversé la passerelle avec mon bagage à l'épaule et le sentiment que j'allais entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'avais raison. Un homme se tenait dans la zone des arrivées tenant une petite pancarte. À Valois, costume gris, cheveux argentés, la soixantaine. À côté de lui, 2 officiers de la police nationale en uniforme, les mains sur les côtés, pas agressifs, mais présents. L'homme a abaissé la pancarte quand il m'a vu. Mademoiselle Valois, mon nom est Thomas Morel. J'ai été le notaire de votre grand-père Robert Lefebvre pendant 30 ans. Il a tendu la main. Poignée ferme, yeux bienveillants. Nous devons parler en privé. Ils m'ont conduite dans une petite salle de conférence près des bureaux de la direction. Mur beige, une table ronde, 4 chaises. Thomas s'est assis en face de moi et a placé 3 objets sur la table avec la précision d'un homme qui avait répété ce moment. Un document relié, une enveloppe scellée, couleur crème, sceau à la cire, écriture que j'ai reconnue comme celle de ma grand-mère Rose, et un dossier épais avec des onglets. Votre grand-père a rédigé ce testament en 2012, a dit Thomas. Il vous nomme, Amandine Valois, comme l'unique bénéficiaire de l'intégralité de sa succession. Je l'ai regardé fixement. Cela inclut la maison de Rouen, les comptes d'épargne, les placements accumulés sur 40 ans. Il a marqué une pause. La valeur estimée est de 2,8 millions d'euros. La pièce a tangué. J'ai agrippé la table. Il m'a chargé d'exécuter le testament quand 2 conditions seraient remplies. Premièrement, que vous ayez 32 ans. Deuxièmement, que votre famille reprenne contact avec vous. Pourquoi ces conditions?
Parce qu'il savait qu'il ne reviendrait que s'il découvrait l'existence de l'argent. Thomas a ouvert le dossier épais. Mais ce n'est pas pour cela que la police est ici. Il a étalé une série de captures d'écran imprimées sur la table, des messages textes entre Damien et un contact enregistré sous le nom de V. Le premier disait « Elle est là. Chambre 412. Si elle ne signe pas d'ici jeudi, on passe au plan B. » La réponse « Le plan B coûte le double. » La réponse de Damien « Quel qu'en soit le prix. » Thomas a présenté la femme assise discrètement au bout de la table. Je ne l'avais pas remarqué en entrant, ce qui, j'apprendrai plus tard, était tout l'intérêt. Voici Sandrine Duval, a dit Thomas, enquêtrice privée. Je l'ai engagée il y a 6 semaines, le jour où votre mère vous a appelé. Sandrine était compacte, la quarantaine, cheveux bruns courts, aucun bijou, un visage qui ne laissait rien paraître. Elle a ouvert un ordinateur portable et l'a tourné vers moi. Votre frère doit 340 000 €, a-t-elle dit. Principalement des dettes de jeu en ligne. Ses créanciers ne sont pas des gens patients. Elle a cliqué sur une chronologie. Damien a découvert le testament 6 mois plus tôt en s'introduisant dans la maison vide de Rouen et en trouvant une copie de brouillon dans le bureau de papy. Il l'a dit à votre mère. Ensemble, ils ont conçu le plan des vacances. La voix de Sandrine était clinique, précise. Étape 1, reprendre contact. Étape 2, vous faire signer le document de gestion de patrimoine, transférant le contrôle à Damien. Étape 3, elle a affiché une nouvelle série de messages. Damien avait, un homme nommé Vincent avec un casier judiciaire pour agression aggravée et extorsion. Si elle ne signe pas, on passe au plan B. Quel est le plan B? Faire en sorte que ça ressemble à un accident. Elle ne connaît personne ici. Balcon, piscine, peu importe tant que c'est propre. J'ai lu cela 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Votre frère organisait votre meurtre, a dit Sandrine. Puis elle m'a montré le message que je ne pouvais pas détacher de mes yeux. Damien à Monique, envoyé 2 jours avant le voyage. Elle ne signe pas. On va peut-être avoir besoin du plan de secours. La réponse de Monique. Fais ce que tu as à faire. Garde-moi juste en dehors de ça. Ma propre mère. 11 mots. Aucune hésitation. Je me suis levée. J'ai dit, excusez-moi. Je suis allée aux toilettes au bout du couloir. J'ai verrouillé la porte. Et j'ai pleuré d'une façon dont je n'avais pas pleuré depuis mes 11 ans, debout sous la pluie avec un sac poubelle. Tout mon corps était secoué de convulsions. Le néon bourdonnait au-dessus de moi comme une ruche. Quand je suis revenue à la table, mes yeux étaient gonflés et ma voix était rauque. Mais j'avais fini de m'effondrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Thomas a commencé à expliquer les prochaines étapes. Dépôt de plainte, coordination avec les forces de l'ordre, mesures de protection. Il était au milieu d'une phrase sur une ordonnance de protection quand la pièce s'est rétrécie et que le sol est monté à ma rencontre. Je me suis réveillée sur le dos. Un infirmier était agenouillé à côté de moi, pressant 2 doigts sur mon poignet. Tout va bien, a-t-il dit. Votre tension a chuté. Pouvez-vous compter à rebours à partir de 10? J'ai compté. J'ai fixé les dalles du plafond. J'ai pensé à papy ouvrant la porte sous la pluie, s'agenouillant sur le porche, ne posant pas de questions. Il savait que cela arriverait. Peut-être pas les détails, pas Vincent, pas le balcon, pas la piscine, mais il en connaissait la forme. Il savait de quoi Monique et Damien étaient capables, et il avait passé ces dernières années à construire un mur entre eux et moi. Thomas s'est assis sur la chaise à côté de moi, patient comme une horloge. Il m'a tendu un gobelet d'eau. Prenez votre temps, a-t-il dit. Mais ne prenez pas trop de temps. Votre frère ne sait pas encore que vous êtes parti. Je me suis assise, j'ai bu l'eau, j'ai raffermi ma voix. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit. Je veux la vérité sur la table. Tout. Thomas a hoché la tête comme s'il attendait exactement ces mots. Puis il a fouillé dans sa mallette et a posé l'enveloppe scellée. Couleur crème, seau à la cire, l'écriture de ma grand-mère, la même qu'il m'avait donnée à l'enterrement de papy 14 ans plus tôt. Vous ne l'avez jamais ouverte, a-t-il dit.
Je ne l'avais pas fait. Je l'avais transportée à travers 6 appartements, 4 villes et toute une carrière. Elle avait voyagé dans des poches de veste et des boîtes à chaussures. Je l'avais touchée 100 fois sans jamais briser le seau. Ouvrez-la quand vous serez prête, a dit Thomas. Votre grand-mère, Rose, l'a écrite la semaine avant de s'éteindre. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac. Pas encore, mais bientôt. D'abord, j'avais un frère à arrêter. Thomas a réservé une chambre dans un hôtel à Rouen. Calme, propre, loin de tout ce qui portait le nom Valois. Chloé est arrivée de Paris le soir même. Elle a franchi la porte, a posé son sac et m'a serré dans ses bras sans un mot. Puis elle a dit ce que Chloé dit toujours. Je te l'avais dit. Je t'avais dit de ne pas y aller. Je sais. Je me suis appuyée sur son épaule. Mais si je n'y étais pas allée, il m'aurait trouvée tôt ou tard. Elle n'a pas discuté. Elle savait que j'avais raison. Pendant que Chloé commandait un repas, je ne pouvais pas manger. La machine des conséquences s'activait à 2 départements de là. La police avait coordonné avec les autorités de Loire-Atlantique. Le plan était net. Arrêter Vincent d'abord à La Baule, puis cueillir Damien le lendemain matin à Rouen. J'étais assise sur le lit de l'hôtel pendant que Chloé s'assoupissait dans le fauteuil. Minuit. La ville vrombissait derrière la fenêtre. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. La cire a craqué comme un murmure. À l'intérieur, une feuille de papier à lettres, jaune pâle, et une photographie. L'écriture de Rose était soignée, délibérée, le genre de calligraphie qu'on enseignait dans les écoles qui n'existent plus. Ma très chère Amandine, si tu lis ceci, cela signifie que ton grand-père est parti et que je suis partie aussi, et que quelqu'un essaie de prendre ce qui t'appartient. Je suis désolée de n'avoir pas pu te protéger de mon vivant. Mais je veux que tu saches que tu n'as jamais été le problème. Ta mère était brisée bien avant ta naissance et elle t'a brisé au lieu de se réparer elle-même. Tu mérites le monde entier, mon petit oiseau. Construis ton propre nid. Mamie Rose. La photographie. Moi à 5 ans assise sur les genoux de Rose. Toutes les 2 riant de quelque chose hors cadre. Au dos, au crayon, 3 mots. Tu as toujours suffi. Chloé s'est réveillée pour me trouver assise en tailleur sur le sol, tenant la photo, les larmes coulant silencieusement. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est assise à côté de moi, a pris ma main et est restée là. À 1h47 du matin, mon téléphone s'est allumé. Thomas, Vincent a été arrêté. Il coopère. Votre frère sera arrêté à 7h demain matin. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la photographie une dernière fois. 5 ans. Riant. Suffisante. 7h pile. 2 voitures banalisées se sont garées devant la maison de Monique à Rouen. Damien était à la table de la cuisine en train de manger des céréales quand ils ont frappé. Il a ouvert la porte en jogging. Les policiers lui ont lu ses droits pendant que Monique hurlait depuis le perron en peignoir, s'agrippant à la rambarde comme si la maison coulait. Je connais ces détails parce que Sandrine Duval m'a envoyé un bref rapport l'après-midi même. Net, factuel, sans commentaire. C'était la méthode de Sandrine. L'appel de Monique est arrivé 40 minutes après l'arrestation. Que as-tu fait? Elle hyperventilait. Ils ont emmené ton frère. Il n'a rien fait. Il a engagé quelqu'un pour me tuer, maman. Un silence assez long pour entendre le tic-tac d'une horloge quelque part dans sa maison. C'est ridicule. Damien ne ferait jamais ça. Tu inventes tout ça pour te venger de nous. La police a les messages. Tous. J'ai laissé le silence s'installer, y compris les tiens. Quel message? J'ai lu depuis la capture d'écran sur mon téléphone. Mot pour mot. Fais ce que tu as à faire. Garde-moi juste en dehors de ça. C'était toi. 10 secondes de néant, puis plus bas. C'était à propos des documents de fiducie, pas pour te faire du mal. C'est au juge d'en décider. J'ai raccroché, j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table de chevet, et je ne l'ai pas repris pendant 6 heures. Au cours des jours suivants, les pièces se sont mises en place. Damien a été placé en détention provisoire.
La nature de l'accusation, plus la coopération de Vincent, faisait de lui un risque de fuite. Aurélie Génigne a disparu, elle a quitté l'hôtel le matin de l'arrestation de Damien, a résilié son numéro, n'a laissé aucune adresse. Thomas a appelé ce soir-là. Nous devons agir sur la demande d'héritage. La propriété de votre grand-père à Rouen est vide depuis 14 ans. Il a marqué une pause. Il a laissé des instructions sur ce qu'il faut en faire. Monique, pendant ce temps, avait déjà engagé un avocat. En 24 heures, son défenseur a déposé une requête pour invalider le testament, prétendant que Papy Robert manquait de capacité mentale quand il l'avait signé. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Monique avait toujours été meilleure en narration qu'en vérité. Moins de 48 heures après l'arrestation de Damien, elle s'est transformée de mère complice en victime éplorée. Elle a posté sur la page Facebook de son groupe paroissial, celle qui compte 900 membres. Ma fille essaie de voler l'héritage de son grand-père et de mettre mon fils innocent en prison. S'il vous plaît, priez pour notre famille. Ça a fonctionné. Mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je n'avais pas vus en 20 ans. Certains appelants étaient polis, prudents même. D'autres non. Une femme de l'étude biblique de Monique a laissé un message vocal me traitant d'ingrate. Un homme dont je ne reconnaissais pas le nom a dit que je devrais avoir honte de ce que je faisais à ma pauvre mère. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Il n'y avait aucun intérêt à combattre une histoire qui tournait depuis 21 ans. Mais un appel est venu de quelqu'un que je n'attendais pas. Amandine, c'est Patricia Boyd. J'habitais à 3 maisons de chez ta mère, rue des Bruyères. Je me souvenais d'elle, à peine. Une femme de grande taille avec des gants de jardinage qui saluait depuis son allée. Ta mère a dit à tout le monde que tu t'étais enfuie à 11 ans parce que tu étais une enfant difficile. Madame Boyd a dit cela d'une voix ferme mais fine. Je l'ai cru pendant 20 ans. Elle a fait une pause. Mais la semaine dernière, j'ai vu le rapport de police. Quel rapport de police? La nuit où tu es parti. Un voisin. Moi, en fait, j'ai appelé la police parce que j'ai vu un enfant marcher seul sous la pluie portant un sac poubelle. Un agent est allé chez ta mère. Elle lui a dit que tu étais parti loger chez des parents volontairement. Ils ont classé l'affaire. Un rapport de police déposé la nuit où j'avais été jetée dehors. Monique avait menti en face à l'agent et l'affaire avait simplement disparu. Je n'étais au courant de rien. Je t'appelle parce que je te dois des excuses. Madame Boyd a dit, j'aurais dû assurer le suivi. J'aurais dû regarder de plus près. Je ne l'ai pas fait. Thomas a plus tard confirmé que Papy Robert avait gardé une copie de ce rapport de police. Il était dans le dossier à côté du testament. Il était au courant depuis le début. Et puis Thomas m'a dit quelque chose qui m'a brisé à nouveau. Votre grand-père a essayé d'obtenir votre garde légale plusieurs fois. Monique a menacé de l'accuser d'abus s'il n'abandonnait pas. Il a choisi de vous protéger depuis l'ombre à la place. Mon grand-père s'était battu pour moi et ma mère avait utilisé un mensonge comme une arme chargée pour l'arrêter. Je ne me suis pas battue sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas posté de réfutation. Je n'ai pas appelé les amis de l'église de Monique pour plaider ma cause. Au lieu de cela, j'ai fait ce que papy m'avait appris. J'ai construit quelque chose. Thomas a déposé la demande de validation du testament auprès du tribunal de Rouen. L'audience a été fixée 2 semaines plus tard. L'avocat de Monique avait déjà soumis l'argument de la capacité diminuée, affirmant que Papy Robert n'était pas mentalement apte lors de la signature. C'était une tactique courante, a dit Thomas, et presque toujours vouée à l'échec quand le signataire avait une évaluation psychiatrique propre au dossier, ce que Papy Robert avait. Daté de 2 semaines avant la signature du testament, effectuée par le docteur Alan Fielding, un psychiatre réputé. Pleine compétence confirmée. Mais Thomas avait plus encore. Il est arrivé à l'hôtel un après-midi portant une boîte en bois. Chêne, loquet en laiton. Je l'ai reconnu instantanément. La boîte de l'étagère du haut de papy. Celle qu'il n'ouvrait jamais devant moi. La maison de votre grand-père est restée sous scellé depuis son décès. Thomas a dit, ceci était dans le placard de sa chambre.
Il a laissé des instructions pour que je vous la remette quand le processus judiciaire commencerait. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, cette carnet relié de cuir, l'écriture de Papy Robert, un journal s'étendant sur 7 ans. De l'année où j'ai emménagé jusqu'à l'année de sa mort. J'ai ouvert le premier au hasard. Mars 2009, appelez Monique encore une fois. Elle a dit qu'Amandine est mieux sans cette famille. Peut-être qu'elle a raison, mais pas de la façon dont Monique l'entend. Il avait tout documenté. Chaque appel téléphonique à Monique, chaque refus, chaque tentative légale de me ramener officiellement, chaque acte de protection silencieux que je n'avais jamais connu. Votre grand-père n'a pas seulement planifié votre avenir, a dit Thomas en ajustant ses lunettes. Il a documenté le passé. Il savait que ce combat arrivait. J'ai appelé Madame Boyd ce soir-là. Seriez-vous prête à témoigner? Ai-je demandé. Sur ce que vous avez vu cette nuit-là? Sur le fait que Monique a dit à la police que j'étais partie chez des parents. Oui, a-t-elle dit sans hésitation. J'aurais dû le faire il y a 21 ans. Pendant ce temps, Chloé m'a aidé à me mettre en relation avec une organisation à but non lucratif spécialisée dans le logement de transition pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. La maison de Papy était vide depuis 14 ans. Son testament incluait une note spécifique sur la propriété. Pas une clause, pas une condition, juste une ligne dans les marges de sa propre main, pour les enfants qui ont besoin qu'une porte s'ouvre. Je commençais à voir le tableau complet maintenant. Mon grand-père ne m'avait pas seulement sauvé, il avait conçu un plan pour la suite. Il n'avait juste pas vécu assez longtemps pour me remettre la clé lui-même. 3 jours avant l'audience, l'avocat de Damien a contacté Thomas avec une offre. Damien plaiderait coupable de sollicitation criminelle, une charge moindre, en échange de quoi Amandine ne poursuivrait pas de dommages-intérêts civils. Thomas a transmis le message par téléphone. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je veux qu'il affronte ce qu'il a fait. Le même après-midi, Monique a appelé, ne pleurant pas cette fois. Pas de voix d'église, pas de main tremblante. Cette Monique était celle dont je me souvenais de mon enfance. La vraie. Froide, mesurée, dépouillée de toute performance. Abandonne les poursuites, a-t-elle dit. Par où je m'assurerai que chaque personne dans cette région sache quel genre de fille tu es. Quel genre est-ce? Le genre qui détruit sa propre famille. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 secondes pleines. Tu as détruit cette famille il y a 21 ans par un mardi pluvieux, ai-je dit. Je n'étais que la preuve. J'ai raccroché. Thomas a passé cette semaine à tout assembler. Le testament validé, l'évaluation psychiatrique, le rapport de police de 2003, les journaux de Robert, les messages textes entre Damien et Vincent, les messages entre Damien et Monique, la déclaration sous serment de Madame Boyd. La salle d'audience sera pleine, m'a prévenu Thomas. Les amis de l'église de Monique, les voisins, la presse locale pourraient se présenter. Tant mieux, ai-je dit. La vérité fonctionne mieux au grand jour. Ce soir-là, seul à l'hôtel, je suis retournée à la boîte en chaîne. J'avais lu la plupart des journaux. Mais tout au fond, sous le dernier carnet, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Un livret d'épargne, un fonds d'éducation, le nom sur le compte, Amandine Valois. Ouvert le jour de ma naissance. La dernière entrée était un dépôt daté de 3 mois avant la mort de Papy. Et sur la dernière page, dans son écriture soignée d'ingénieur, pour le nid que tu construiras toi-même. Assise là, tenant ce livret d'épargne à mon nom, un nom que mon grand-père avait écrit le jour de ma naissance, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait jamais oublié. Pas un seul jour. Même quand je pensais être complètement seul au monde, quelqu'un construisait silencieusement un sol sous mes pieds pour que je ne tombe pas. Je me demande, avez-vous déjà découvert des années plus tard que quelqu'un vous aimait en silence? Que la chance que vous pensiez avoir était en fait le plan invisible et attentif de quelqu'un pour vous garder en sécurité? Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup que vous le partagiez dans les commentaires. Je pense que nous ne disons pas ces choses assez souvent. J'ai fermé la boîte, réglé mon réveil et préparé mes vêtements pour le tribunal. Demain, la vérité aurait une salle pleine de témoins. Tribunal de grande instance de Rouen, salle 3B, 9h15 un mardi matin.
La salle était comble. Les amis d'église de Monique remplissaient un côté, un groupe de femmes en chemisier modeste, serrant leur sac à main, chuchotant. De l'autre côté, Madame Boyd dans une robe bleu marine, Chloé, solide comme un mur. 2 reporters de la presse locale avec des carnets ouverts, un dessinateur, dispersés partout, des voisins qui étaient venus parce que les petites villes vivent d'histoire, et celle-ci était la plus grande depuis des décennies. Monique était assise à la table des défendeurs, robe noire, croix d'argent, un mouchoir en boule dans sa main droite. Son avocat, un homme svelte avec des lunettes sans monture, brassait des papiers avec une confiance qui allait se dissoudre dans l'heure. L'audience s'est ouverte. L'avocat de Monique a présenté la demande de capacité diminuée. Il a décrit Robert Lefebvre comme âgé, isolé, possiblement influencé par son notaire. Il a prononcé le mot confus 3 fois. Thomas s'est levé. Il a placé l'évaluation psychiatrique sur le bureau du juge. Signé, daté, sans ambiguïté, pleine compétence cognitive confirmée par le docteur Alan Fielding 2 semaines avant l'exécution du testament. Puis il a ouvert le journal. Il a lu à haute voix l'entrée du 14 novembre 2003. La nuit où j'ai été jeté dehors. L'écriture de Papy. Les mots de Papy. Monique a appelé à 21h. A dit qu'elle avait mis Amandine dehors. L'enfant a marché 5 kilomètres sous la pluie jusqu'à ma porte. Elle avait 11 ans. Elle tremblait. J'ai rappelé Monique. Elle a dit, garde-la. Je ne veux plus d'elle. La salle d'audience est devenue silencieuse. Pas un silence d'église, un silence de tombe. Monique s'est levée brusquement. C'est un mensonge. Il a inventé ça. Asseyez-vous, madame, a dit le juge. Thomas a appelé madame Boyd à la barre. Elle a marché lentement, les mains jointes. Elle a décrit la nuit, la pluie, l'enfant, le sac poubelle, l'appel au 17. Elle a décrit l'agent allant chez Monique. Elle a décrit ce que Monique lui avait dit. Elle a dit que sa fille était partie loger dans la famille. Madame Boyd a dit volontairement. Elle a regardé directement Monique. C'était un mensonge. J'ai regardé cette petite fille marcher dans la rue trempée jusqu'aux os. Il n'y avait rien de volontaire là-dedans. Une des femmes de l'église à l'arrière a posé son sac et ne l'a plus repris. Pendant la suspension de séance de 15 minutes, Monique a traversé l'allée et a saisi mon poignet. Sa prise était serrée. Ses yeux étaient secs maintenant. Plus de performance. Tu me tues, a-t-elle chuchoté. C'est ce que tu veux ? J'ai regardé sa main sur mon bras. Je l'ai retirée doucement, doigt par doigt, et j'ai croisé son regard. Non, je veux juste que la vérité ait une voix. Le juge est revenu. La salle s'est réorganisée dans le silence. Thomas a présenté les dernières pièces, l'évaluation psychiatrique. Les 2 témoins signataires, le docteur Alan Fielding et Martha Bowen, la bibliothécaire de la ville. Tous 2 encore en vie, tous 2 prêts à confirmer la chaîne de possession de 20 ans que Thomas avait maintenue sur chaque document, propre, ininterrompu, inattaquable. Le juge a examiné le dossier pendant 8 minutes qui ont semblé durer 80. Puis il a parlé. Le tribunal déclare le testament de Robert H. Lefebvre valide et dûment exécuté. La requérante, Amandine Valois, est reconnue comme l'unique bénéficiaire désigné. La tête de Monique est tombée. Pas de façon dramatique, pas comme elle avait joué le deuil à l'enterrement. C'était réel. Ses épaules se sont affaissées. Son avocat a posé sa main sur son bras, et elle l'a repoussé. Personne sur les bancs de l'église n'a bougé pour la réconforter. Thomas n'avait pas fini. Il a informé le tribunal que des preuves relatives à une affaire criminelle connexe, la conspiration impliquant Damien Valois, étaient versées au dossier public et transmises au procureur de la République. Il a présenté les messages textes. Tous. Damien à Vincent. Fais en sorte que ça ait l'air naturel. Elle ne connaît personne ici. Vincent à Damien. Le plan B coûte le double. Damien à Monique. Elle ne signe pas. On va peut-être avoir besoin du plan de secours. Et Monique en 11 mots qui ont résonné dans cette salle comme un coup de feu.
fais ce que tu as à faire. Garde-moi juste en dehors de ça. Les femmes de l'église regardaient Monique comme si elle avait enlevé un masque qu'elle ne savait pas qu'elle portait. Une journaliste griffonnait si vite que son stylo grattait audiblement son carnet. Le juge a noté que les poursuites pénales contre Damien Valois pour sollicitation criminelle se poursuivraient séparément. Peine maximale potentielle 20 ans. Il s'est tourné vers Monique. Madame, le contenu de vos communications pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi par le procureur. Je vous conseillerais de consulter votre avocat. Monique n'a pas bougé. Elle est restée parfaitement immobile, fixant la table comme si le monde avait continué sans elle et qu'elle venait seulement de s'en rendre compte. Je me suis levée, je suis passée devant elle, je n'ai pas baissé les yeux. Tu as gagné, a-t-elle dit dans mon dos. Calme, dépouillée. Heureuse maintenant? Je me suis arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Il n'a jamais été question de gagner. J'ai continué à marcher. À l'extérieur du tribunal, le soleil de septembre était presque offensant par sa luminosité. Le monde ne s'était pas arrêté. Le trafic vrombissait. Un homme de l'autre côté de la rue mangeait un sandwich. Une journaliste s'est approchée de moi sur les marches. Elle était jeune, la fin de la vingtaine, un enregistreur à la main. Mademoiselle Valois, avez-vous un commentaire? Je pensais à ce moment depuis la nuit où j'avais ouvert la lettre de Rose. Ne pas répéter, mais décider. Que dit une personne quand le pire de sa vie devient de notoriété publique? Elle dit, qu'est-ce qui compte ensuite? Mon grand-père, Robert Lefebvre, a passé sa vie à construire des choses. J'ai dit, il a construit des ponts. Il a construit des avenirs. Et même après son départ, il a construit le mien. La journaliste attendait. Sa maison de Rouen est vide depuis 14 ans. Je la transforme en maison de transition pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. C'est ce qu'il voulait. Il l'a écrit. Comment s'appellera-t-elle? Leni Lefebvre. J'ai marqué une pause. Parce que ma grand-mère m'a dit un jour, construis ton propre nid. Derrière moi, j'ai entendu Madame Boyd émettre un son. Une petite inspiration qui s'est transformée en un sanglot qu'elle a étouffé de sa main. La journaliste a posé la question que je savais venir. Et votre mère? C'est une affaire privée. Lui pardonnez-vous? 3 secondes de silence. Je les ai laissés passer. Le pardon est un processus, ai-je dit. Mais les limites sont une décision. J'ai pris les miennes. Chloé se tenait à quelques pas derrière moi, les bras croisés, souriant comme Chloé sourit. Elle a hoché la tête une fois. Thomas m'a serré la main sur la dernière marche. Votre grand-père serait fier. Je sais, ai-je dit. Alors que la journaliste s'éloignait, Madame Boyd a touché mon bras. Je veux être bénévole au Nid Lefebvre, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges. Je te dois 21 ans. Puis elle a ajouté doucement. Il y a 3 autres voisins qui ont vu des choses à l'époque. Nous avions tous trop peur de ta mère pour parler. Elle a redressé ses épaules. Plus maintenant. Une semaine après l'audience, Monique a demandé une rencontre. Elle est passée par Thomas. J'avais bloqué son numéro le jour du procès. J'ai accepté. Lieu public, terrain neutre, un café sur la place du Vieux Marché. Chloé est venue et s'est assise à une table à côté, faisant semblant de lire un magazine qu'elle tenait à l'envers. Monique est arrivée sans maquillage, sans collier de croix, sans costume. Elle ressemblait à une femme qui n'avait pas dormi depuis une semaine, ce qui était probablement le cas. Elle avait vieilli de 10 ans en 7 jours. Elle s'est assise en face de moi et a joint les mains. Je suis désolée, a-t-elle dit. Pour quelle partie? Elle a cligné des yeux. Pour tout. Ce n'est pas assez spécifique pour que je l'accepte. Monique a commencé à pleurer, doucement cette fois. Pas de public, pas de performance. J'ai observé son visage et j'ai essayé de faire la différence entre les vraies larmes et la mémoire musculaire. Je ne pouvais pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Je ne vais pas porter plainte contre toi séparément, ai-je dit. Ce n'est pas de la merci. C'est juste que cela n'en vaut pas l'énergie.
Mais voici ce qui va se passer. Elle a levé les yeux. Tu ne me contacteras pas. Tu ne visiteras pas le Nil Lefebvre. Tu ne parleras pas de moi publiquement. Si tu le fais, Thomas a tout ce dont il a besoin pour engager des poursuites pour conspiration. J'ai gardé ma voix plate, constante, de la même façon qu'on lirait les termes d'un bail. Ce n'est pas une négociation. Je suis ta mère. Elle a dit que tu l'étais. J'ai dit que tu as choisi de ne pas l'être, et j'ai accepté cela. Je me suis levée, j'ai posé 10 € sur la table, mon café et le sien, j'ai pris ma veste. Amandine. J'ai marché vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. À l'extérieur, l'air d'octobre a frappé mon visage comme de l'eau froide. Chloé m'a rattrapé sur le trottoir. Ça va? Non, ai-je dit, mais ça ira. Nous avons marché vers la voiture en silence. Derrière nous, à travers la vitre du café, Monique Valois était assise seule à une table pour deux, les 2 cafés intacts, fixant le vide. Le procès pénal a eu lieu 3 mois plus tard. L'avocat de Damien lui a conseillé d'accepter le plaidoyer. Les preuves étaient une montagne, et Vincent, l'homme que Damien avait engagé, coopérait pleinement en échange d'une réduction de peine. Il ne restait plus aucune carte à jouer. Damien a plaidé coupable de sollicitation criminelle. Le juge l'a condamné à 8 ans de prison. Libérable après 5 ans. Vincent a reçu 12 ans. J'étais dans la salle d'audience quand Damien s'est levé pour la sentence. Il portait une tenue de détenu et le genre d'expression que j'avais vu sur des hommes dans des documentaires. Pas de remords, juste la lente réalisation que leur histoire n'allait pas se terminer comme il l'avait prévu. Avant que le garde ne l'emmène, Damien s'est tourné vers moi. J'ai cru pendant un instant qu'il pourrait s'excuser, qu'il pourrait dire quelque chose d'humain. J'avais juste besoin de l'argent, a-t-il dit. C'était tout. Pas je suis désolé d'avoir essayé de te tuer. Pas j'ai eu tort. Juste j'avais besoin de l'argent. Comme si je n'étais qu'un obstacle entre lui et un guichet de banque. Je n'ai rien dit. Je suis restée assise. J'ai écouté le juge clore le dossier. Je suis sortie dans un couloir qui sentait la cire pour sol et les vieux manteaux. Monique n'a pas été inculpée. Le message texte « Fais ce que tu as à faire, garde-moi juste en dehors de ça » était accablant en langage courant, mais légalement ambigu. Son avocat a soutenu qu'il se référait aux documents de fiducie. Le procureur a refusé de poursuivre. Preuves insuffisantes pour une conspiration, mais le tribunal de l'opinion publique avait déjà rendu son verdict. Le groupe paroissial de Monique l'a discrètement retiré de la liste des bénévoles. Les voisins ont cessé de répondre à ses appels. Le monde qu'elle avait curaté pendant 2 décennies, celui où elle était la mère dévouée et moi la fugueuse difficile, s'est effondré comme un décor de théâtre après que les lumières se rallument. Elle a vendu la maison en 1 mois et s'est installée dans un petit appartement sur la côte méditerranéenne, seule. Le rapport final de Sandrine Duval a répondu à une dernière question. Aurélie Génie n'était pas la petite amie de Damien depuis 2 ans. Ils s'étaient rencontrés sur une application de rencontre 3 mois avant le voyage. Sandrine a retracé les enregistrements téléphoniques d'Aurélie. Elle avait envoyé à Damien une photo de mon passeport et de mon itinéraire de vol dès la première nuit à l'hôtel. C'est ainsi que Damien connaissait mon numéro de chambre. C'est ainsi que Vincent m'aurait trouvé. Aurélie n'a jamais été inculpée. Elle a simplement cessé d'exister dans l'histoire. Une actrice de second rôle qui est partie quand la production s'est arrêtée. 6 mois après le procès, la maison de Rouen est née à nouveau. Il a fallu une équipe de 14 bénévoles, un entrepreneur qui nous a fait une remise et plus de couches de peinture que je ne peux en compter. Nous avons remplacé les planches du porche. Nous avons réparé le robinet de la cuisine qui fuyait et que papy avait prévu de réparer depuis 10 ans. Nous avons poncé les parquets et accroché de nouveaux rideaux dans chaque pièce. J'ai gardé le bureau de papy dans le salon. Dessus, j'ai placé la photo encadrée de Rose et moi, le coffret en chêne avec ses journaux à l'intérieur, et un bol de café noir frais chaque matin, même si personne n'en buvait. Madame Boyd gérait les opérations quotidiennes. 4 autres voisins ont rejoint le conseil d'administration des bénévoles.
Des gens qui avaient passé 20 ans à croire la version de Monique et qui se présentaient maintenant avec des plats cuisinés, des produits de nettoyage et la culpabilité silencieuse d'avoir détourné le regard. Chloé s'est engagée comme conseillère santé. Elle descendait de Paris tous les 2 week-ends et réorganisait l'armoire à pharmacie 3 fois. Mon entreprise, Cœur Relais, s'est associée pour la partie technique, connectant chaque résident avec un mentor vérifié. Nous avons ouvert avec 3 adolescents. La cérémonie était petite, pas de presse, pas de ruban coupé, juste moi debout dans le salon où mon grand-père lisait le journal, disant à 3 jeunes la seule chose que je savais être vraie. Cette maison appartient à un homme qui croyait aux secondes chances. Il m'en a donné une. Maintenant c'est la vôtre. Une fille nommée Lily, 16 ans, cheveux courts, les bras croisés serrés contre sa poitrine comme si elle se maintenait tout entière, a levé la main. Est-ce que votre famille vous a mise à la porte aussi? Oui, ai-je dit. Et vous avez fini par aller bien? J'y ai réfléchi, pas pour faire du drame, mais parce que je voulais lui donner une réponse honnête. J'ai fini par être honnête, ai-je dit. C'est mieux qu'aller bien. Lily a décroisé ses bras, juste un peu, mais je l'ai remarqué. C'est arrivé un dimanche. Je vidais le fond du placard de papy, l'étagère derrière le coffret en chêne, là où de vieilles boîtes à chaussures et des dossiers fiscaux étaient empilés depuis des années. Au bas de la pile, j'ai trouvé une enveloppe Kraft, épaisse, lourde, scellée avec du ruban adhésif et étiquetée de la main de mon grand-père, pour Amandine quand elle sera prête. À l'intérieur, 17 documents. Chacun était une demande de tutelle légale pour une enfant mineure, moi, déposée auprès du tribunal de grande instance. La première datait de juin 2003, 7 mois après mon arrivée à sa porte. La dernière était de 2012, 2 ans avant sa mort. 17 demandes, 17 refus. Chaque demande avait été contestée par Monique. Ses objections étaient constantes. Robert Lefebvre est âgé. Robert Lefebvre est en déclin de santé. Robert Lefebvre ne peut pas fournir un environnement familial stable. Les mêmes mensonges copiés-collés année après année, tamponnés et classés par une femme qui n'avait pas mis les pieds dans la maison de son père depuis qu'elle avait jeté sa fille de la sienne. Je me suis assise sur le sol du placard avec les demandes étalées autour de moi comme un jeu de cartes effondré. 17 fois il était entré dans une salle d'audience pour moi. 17 fois ma mère avait claqué la porte. Et il ne me l'avait jamais dit, pas une seule fois. Thomas a confirmé cela le soir même par téléphone. Il ne voulait pas que vous portiez ce poids pendant que vous construisiez votre vie. Il a dit, et ce sont ses mots, laisse-la penser qu'elle est libre. Elle se battra plus fort. Mais il y avait une chose de plus. Épinglée à la 9e demande, celle de 2005, se trouvait une attestation de soutien signée par quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis plus de 20 ans. Mon père, Robert Valois, l'homme qui était parti quand j'avais 4 ans et n'avait jamais regardé en arrière. Il avait signé un document soutenant la demande de garde de papy Robert. Une page, une signature, puis le silence à nouveau. Pas de suivi, pas d'appel, pas de contact. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je n'ai pas décidé si cela changeait quoi que ce soit. Mais pour la première fois depuis que j'étais petite, j'ai pensé à mon père comme autre chose qu'une absence. J'ai trouvé une lettre sous les demandes, la dernière que papy m'ait jamais écrite. Non datée, non signée comme s'il l'avait commencé, posé le stylo et ne l'avait jamais repris. Je t'ai manqué 17 fois au tribunal, mais je ne te manquerai pas dans mon dernier acte. Tout ce que j'ai est à toi. Utilise-le pour construire ce que je n'ai pas pu, un foyer que personne ne peut enlever. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, fermé les yeux et je me suis autorisée à pleurer pour la dernière fois de cette histoire. 3 mois après l'ouverture du nid Lefebvre, Madame Boyd m'a appelé un mercredi après-midi. Ta mère est dehors, a-t-elle dit. Elle se tient juste sur le trottoir d'en face à regarder la maison. Je suis sortie par la porte d'entrée. Monique était sur le trottoir opposé, portant un manteau beige et des chaussures plates. Pas de maquillage, pas de croix. Elle ressemblait à une femme revenant dans un endroit qui avait avancé sans elle, ce qui était exactement le cas. Elle m'a vue et n'a pas fait de signe. Elle est restée là comme si elle attendait la permission d'exister. Il te l'a donnée, a-t-elle dit. Toute la maison.
Il l'a donnée aux enfants qui en ont besoin. J'ai grandi dans cette maison et j'ai été jetée de la tienne. Je suis restée de mon côté de la rue. Elle est restée du sien. Nous avons toutes les deux des souvenirs. La différence est ce que nous en faisons. Le vent a poussé un tas de feuilles sèches entre nous. Quelque part à l'intérieur, j'entendais Lily aider un nouveau résident à trouver la salle de bain. « Est-ce que je peux entrer ?» a dit Monique. Juste une fois. Je suis restée immobile pendant 5 secondes. J'ai pensé à la pluie, au sac poubelle, à l'appel téléphonique. Garde-la. Je ne veux plus d'elle. Les 17 demandes, le message à Damien. J'ai pensé à toutes les pièces de ma vie que Monique avait soit verrouillées pour moi, soit essayé de forcer. Non, ai-je dit. C'est leur espace sécurisé, pas le tien. Elle a hoché la tête. Pas de façon dramatique, sans larmes, juste un petit mouvement de tête fatigué, le genre qu'on fait quand le médecin vous donne le résultat que vous attendiez déjà. Elle s'est retournée et a remonté la rue lentement, les mains dans ses poches. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai regardé jusqu'à ce qu'elle tourne le coin et disparaisse. Lily est apparue derrière moi dans l'embrasure de la porte. Qui était-ce ? J'ai regardé le trottoir vide où ma mère se tenait. Quelqu'un qui a perdu quelque chose qu'elle ne peut pas récupérer. Je suis entrée et j'ai fermé la porte. 1 an plus tard et la maison n'est jamais silencieuse. Il y a toujours quelqu'un qui fait chauffer des restes au micro-ondes à des heures indues. Quelqu'un qui met la musique trop fort dans la chambre du haut. Quelqu'un assis à la table de la cuisine avec un manuel ouvert et un regard qui dit « Je pourrais bien y arriver ». Ce n'est pas ordonné. Ce n'est pas cinématographique. C'est le genre de beauté qui vient avec des traces de pas sur les plaintes et un planning des tâches que personne ne suit parfaitement. 14 adolescents sont passés par le Nid Lefebvre. 6 ont emménagé dans leurs propres appartements. 2 sont à l'université. 1 a obtenu une bourse complète. Les autres sont toujours ici, apprenant qu'un endroit sûr ne signifie pas un endroit parfait. Cœur Relais a dépassé les 3000 mentors. Je partage mon temps entre Paris et Rouen. 2 vies, un seul but. J'ai commencé une thérapie au printemps. Je sais. La femme qui a construit une entreprise de 47 millions d'euros n'avait pas compris qu'elle avait besoin d'un thérapeute. Mais j'avais passé 20 ans à traiter la résilience comme un remplacement pour la guérison. Ma thérapeute, une femme calme nommée Dr Tran, m'a aidé à comprendre que survivre n'est pas la même chose que d'aller bien. Être fort ne signifie pas ne pas être brisé, a-t-elle dit lors de notre 3e séance. Cela signifie guérir à voix haute. J'y travaille. Chloé nous rend visite tous les 2 week-ends. Maintenant, nous cuisinons dans la cuisine de Papy en utilisant les recettes de Rose. Son pot-au-feu, son pain de maïs, son crumble aux pêches qui n'est jamais tout à fait réussi mais qui a le goût de la maison malgré tout. J'ai accroché une nouvelle photo sur le réfrigérateur. Pas Monique, pas Damien. C'est moi, Chloé, Madame Boyd, Thomas, Lily et les enfants du Nid Lefebvre groupés sur le perron. Tout le monde en train de rire. C'est le genre de photo de famille que personne n'a planifié. C'est l'objet que je préfère. Thomas a appelé un mardi. J'ai quelque chose pour vous. Pouvez-vous passer au bureau ? Il ne m'avait jamais demandé de venir en personne auparavant. Tout depuis le procès s'était fait par téléphone et signatures électroniques, alors je suis allée à son bureau au centre de Rouen, un 1er étage au-dessus d'une boulangerie. Ce qui semblait exactement approprié pour un homme qui avait passé 30 ans à tenir ses promesses sans avoir besoin d'un bureau de luxe pour le faire. Il se tenait près de la fenêtre quand je suis entrée. Sur son bureau, une seule enveloppe, couleur crème, sans seau de cire cette fois, juste mon nom de l'écriture de Papy, légèrement plus tremblante que la dernière lettre. Votre grand-père a laissé une dernière lettre, a dit Thomas. Il a donné des instructions strictes. La remettre exactement 1 an après la confirmation du testament par le tribunal. Aujourd'hui est ce jour-là. Je me suis assise. Je l'ai ouverte. Chère Amandine, si Thomas t'a donné cette lettre, cela signifie que tu as survécu. Je savais que tu le ferais. Je suis désolée de n'avoir pu être là pour le voir. Je suis désolée de n'avoir pu me battre plus fort.
Mais j'espère que tu sais. Chaque jour où tu as vécu par toi-même, tu as prouvé que l'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Tu as choisi de continuer. Tu as choisi d'être gentil quand le monde te donnait toutes les raisons de ne pas l'être. Tu as choisi de construire au lieu de brûler. Je te laisse tout non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu en feras bon usage. Ne sois pas en colère contre ta mère pour toujours. Elle porte un poids que je n'ai pas pu porter pour elle. Mais ne la laisse pas non plus porter ce poids dans ta maison. Construis ton nid. Remplis-le de gens qui te choisissent en retour. Je t'ai choisi chaque jour. Papy Robert. J'ai plié la lettre selon ses plis, je l'ai placée dans la poche de ma veste contre ma poitrine. Merci, ai-je dit. Pour tout. Thomas a enlevé ses lunettes, les a nettoyées avec sa cravate, s'est raclé la gorge. Ce fut l'honneur de ma carrière, Amandine. Nous nous sommes serrés la main. J'ai tenu un instant de plus que d'habitude. Il m'a laissé faire. Je suis descendu, je suis passé devant la boulangerie, dans la lumière de l'après-midi, portant une lettre d'un homme qui m'avait choisi chaque jour, même les jours où je ne savais pas que j'avais besoin d'être choisi. Ce soir-là au Nid Lefèvre, le dîner était composé de spaghettis. Trop cuits, pas assez assaisonnés, fait par un garçon de 17 ans nommé Marcus qui jurait avoir suivi la recette. Personne ne s'est plaint. 2 enfants se disputaient au sujet du football. Lily a volé du pain à l'ail dans l'assiette de quelqu'un. Madame Boyd disait à tout le monde d'utiliser des serviettes. Après le nettoyage, Lily m'a trouvé dans le couloir avec son ordinateur. Peux-tu m'aider pour ma rédaction? Quel est ton sujet? Elle a haussé les épaules, regardé le sol, puis moi. Les gens qui m'ont sauvée. Je me suis assise sur le banc à côté d'elle. Écris sur la personne que tu as sauvée toi-même. C'est un meilleur sujet. Elle n'a rien dit pendant une seconde. Puis elle a ouvert l'ordinateur et a commencé à taper. Plus tard, je me suis assise sur le porche. Le porche de Papy, au même endroit où il buvait son café noir et saluait Madame Boyd. J'ai regardé la rue, la même route que j'avais parcourue sous la pluie il y a 21 ans. Sac poubelle sur l'épaule, basket pleine d'eau. La même route que Monique avait descendue il y a 3 mois, les mains dans ses poches, sans regarder en arrière. La même route où Papy m'avait porté la nuit de mon arrivée. La route n'avait pas changé, mais moi oui. J'ai sorti mon téléphone, la photo de Rose et moi, 5 ans, riant, toujours riant. Au dos au crayon, tu as toujours suffi. J'ai rangé le téléphone, je me suis adossée, j'ai respiré l'air froid de Rouen. Au-dessus de moi, les étoiles faisaient ce qu'elles font toujours. Elles apparaissaient sans qu'on leur demande. C'est mon histoire. Elle n'est pas jolie. Elle n'est pas nouée avec un ruban. Mon frère est en prison. Ma mère vit seule dans le sud. Je ne déteste aucun d'eux, mais je ne leur ouvre pas ma porte non plus. Voici ce que j'ai appris, et je ne dis pas cela comme un conseil. Je le dis comme quelqu'un qui a marché 5 kilomètres sous la pluie à 11 ans et a passé les 2 décennies suivantes à essayer de comprendre pourquoi. Vous ne devez aucune loyauté aux personnes qui confondent le contrôle avec l'amour. Vous ne devez pas de pardon selon l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Et vous ne devez absolument pas votre silence pour protéger des gens qui ne vous protégeraient pas. Si vous êtes dans une famille qui vous fait vous sentir petit, qui vous fait douter de votre valeur. Laissez-moi dire ceci aussi clairement que possible. Partir n'est pas une trahison. Les limites ne sont pas de la cruauté. Et construire une vie qu'il n'avait pas prévue pour vous n'est pas une vengeance. C'est de la survie. Mon grand-père a frappé à la même porte 17 fois pour moi. 17 demandes, 17 refus. Il ne s'est jamais arrêté. Si personne n'a encore frappé à la vôtre, considérez ceci comme mon signal. Construisez votre nid. Cette histoire est un rappel puissant que les liens du sang ne sont pas toujours synonymes d'amour ou de sécurité. La résilience d'Amandine face à la trahison ultime de sa mère et de son frère est tout simplement inspirante. Elle nous montre que la véritable famille est celle que l'on choisit et que l'on construit à partir de la bienveillance et de la vérité. Le rôle de Papy Robert, agissant dans l'ombre pour protéger sa petite fille malgré les obstacles légaux, est un témoignage magnifique de l'amour inconditionnel.
Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui offrir un sol solide sur lequel se tenir quand tout le reste s'effondre. Qu'avez-vous pensé du plan de Robert Lefebvre pour tester la sincérité de Monique et Damien? Pensez-vous qu'Amandine a eu raison de refuser l'entrée de sa mère dans le foyer de transition? Partagez vos réflexions ou vos propres histoires de famille choisies dans les commentaires, cela aide énormément la communauté à se sentir moins seule face à de telles épreuves.